Représentant Monsieur le maire de Borne, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs de la police municipale et des sapeurs-pompiers, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis pour commémorer le 72e anniversaire du débarquement des commandos d'Afrique le 14 août 1944 au Cap-Nègre et sur les plages du Rayol canadien. La cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, Monsieur Pierre Welch, officier de la Légion d'honneur, président délégué de l'amicale régimentaire des commandos d'Afrique et qui a participé à cette action de combat, va nous faire un rappel historique de cette opération. Ensuite, nous rendrons hommage aux combattants tombés et inhumés en cette nécropole par un appel des morts, un dépôt de gerbes, la sonnerie aux morts, une minute de silence, à l'issue de laquelle nous entonnerons a cappella la Marseillaise. Puis, avant de clore la cérémonie et que les autorités civiles et militaires aillent saluer les anciens commandos et les porte-drapeaux, nous rendrons hommage à nos libérateurs de l'armée d'Afrique en entonnant leur chant de tradition, les Africains. Puis M. Bohémard nous fera également un rappel historique. Je donne la parole à M. Pierre Welch. Merci, monsieur. C'est au nom de ceux qui sont enterrés en cette nécropole que mon devoir m'impose de retracer brièvement cette nuit mémorable du 14 au 15 août 1944, il y a 72 ans. Rappelons-nous, depuis mai 40, la France, notre patrie, était occupée par un ennemi dont les dirigeants bafouaient les lois naturelles et religieuses, traitaient les peuples vaincus de manière si odieuse qu'à l'intérieur, à l'extérieur du pays, s'est organisée une résistance cachée et efficace. Ici même, bien des armes avaient été cachées dès après l'armistice. Ici même, nombreux furent ceux qui n'hésitèrent pas à recueillir des aviateurs alliés, des agents de la France libre, pour chasser par leur patriotisme. Il fait que l'on n'oublie pas que si les opérations de débarquement dans le Var ont pu être préparées et réalisées avec le succès que l'on sait, c'est en partie grâce au renseignement des Varois exemplaires. Mais pendant ce temps, en Afrique du Nord, sur l'impulsion du général Giraud et du général Weygand, puis du général Juin, s'organisait, malgré les observateurs des commissions d'armistice, une armée qui s'était donnée pour mission de libérer militairement la France. En Angleterre, en Afrique noire, des troupes des Français libres qui avaient répondu à l'appel du général de Gaulle avaient repris le combat et rejoint fin 1942 les armées alliées en Libye et bientôt en Tunisie. La campagne de Tunisie en 1942, dont on a si peu parlé, puis celle d'Italie en 1943 et 1944, où les divisions marocaines et algériennes reconstituées démontrèrent aux yeux du commandement allié la valeur militaire et morale des armées françaises. La libération de la Corse, fin 1943, puis de l'île d'Elbe en 1944, prouvèrent l'incontestable maîtrise des opérations dites de commando. Des unités spéciales françaises, le bataillon de choc, le groupe naval d'assaut et le commando d'Afrique, ces derniers étant spécialisés dans les opérations de débarquement secrètes de va-et-vient, comme à l'île de Pianosa ou sur les côtes italiennes, ou de vives forces en fer de lance des unités militaires traditionnelles comme à l'île d'Elbe. C'est la raison pour laquelle le général Clark, qui fut le stratège de l'opération Dragoon, qui devait mettre à terre dans le sud de la France les divisions alliées chargées de mener une diversion à l'invasion de Normandie et du Nord, en libérant au plus vite les départements alpins et la vallée du Rhône, pour attaquer la nuit par Belfort et l'Alsace, avant de poursuivre jusqu'au Danube. C'est la raison pour laquelle il décida d'envoyer dans la nuit précédente
le jour J fixé au 15 août 1944, des parachutistes américains vers Draguignan et aux deux extrémités est et ouest des plages choisies pour débarquer deux unités d'élite françaises, le groupe naval d'assaut Audramont et le groupe de commando d'Afrique au Cap-Nègre et au Réole-Canadelle. Tandis que se déployait sous la protection de l'aviation alliée l'extraordinaire armada qui, selon le schéma prévu, convoyait les troupes US depuis Casablanca, Oran, Alger, la Corse, la baie de Naples, un convoi modeste sans protection importante transportait les 600 hommes du colonel Bouvet qui avaient été regroupés dans le golfe de Propriano, se dirigeaient vers ses objectifs, le Réole-Canadelle et le Cap-Nègre, tandis que les Rangers US avaient pour objectif les îles d'Hyères et le groupe naval d'assaut, la pointe de l'Esquifon. Quelle était notre mission? Je me permets de vous lire textuellement l'ordre remis au colonel Bouvet, la Roméo Force. Débarquer dans le voisinage du Cap-Nègre sous couvert de l'obscurité dans la nuit du jour D à 0h. Détruire les défenses ennemies du Cap-Nègre. Bloquer la route côtière dans le voisinage du Cap-Nègre et s'emparer de la hauteur située à 3 km au nord du Cap-Nègre, le mont Biscard. Protéger le flanc gauche durant l'assaut et tenir cette tête de pont coûte que coûte. Le Roméo Force passera sous le commandement du corps US aussitôt le contact établi et passer ensuite à la réserve générale d'armée sur ordre de l'armée. Dans l'esprit des Américains, notre action devait être donc rapide mais dangereuse. C'était non une mission impossible, mais une mission risquée et à l'issue de laquelle, en peu de jours, notre unité décimée devait être relayée par la division US du général O'Daniel, débarquée dans la matinée du 15 août à Cavalère. Il nous fallait essentiellement couper la route nationale pour empêcher l'ennemi d'envoyer des renforts de Toulon ou de Marseille vers Cavalère et les plages de Sainte-Maxime et Saint-Raphaël. Et c'est dans ces conditions que notre groupe, voué à la disparition proche, permettait le 15 août aux unités US de réussir avec le moins de victimes possible leur débarquement. Donc, à 18h le 14 août 1944, les commandos qui étaient alors en mer, très au large de l'île du Levant, entendirent dans les haut-parleurs de leur transport ce message. Le contre-amiral Davidson, les officiers et les équipages des marins alliés saluent le colonel Bouvet et sont fiers d'être unis au groupe de commandos d'Afrique dans cette bataille de la libération de la France. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Le colonel Bouvet, par radio, répondit à l'amiral Davidson: nous inclinons notre fanion devant les pavillons des marines amis. Nous nous rendons compte de l'honneur qui nous est fait et vous en remercions. Le commandant, nous sommes sûrs d'en être dignes. Et chacun de se préparer à la tâche qui lui avait été assignée et à laquelle il s'était préparé physiquement, matériellement et moralement depuis le 14 juillet, en Italie puis en Corse, sans connaître évidemment le lieu où il devait opérer, sinon par des photos aériennes non légendées. Le super entraînement de ces hommes, dont quelques-uns ici ne sont plus là ce soir, leur valeur morale, leur courage, leur instinct militaire firent que cette opération suicide devint une réussite extraordinaire. Au lieu d'être relevés dès le 15 août, ils continuèrent leur combat 24 heures sur 24 jusqu'à la Londe, les morts, puis à Mauvanne et encore par la prise du fort de Toulon, pièce maîtresse du dispositif allemand de défense de Toulon. Vous savez comment les membres du commando du capitaine de Corneau prirent d'assaut la batterie du Cap-Nègre en escaladant la falaise de 80 mètres. Comme la section du sous-lieutenant Jeannereau, débarqué par suite d'une erreur des marins canadiens dans les rochers d'Aigbel, puis rejoindre le gros du groupe à travers les lignes ennemies. Comment les autres commandos débarqués aussi à l'ouest de la place prévue, le Réole, trouvèrent
se trouvèrent sur la plage du Canada qui leur était inconnue. Les photos en leur possession étant celles du rayon. Vous savez comment les commandos d'Afrique atteignirent tous leurs objectifs, mieux poussèrent jusqu'à la Mole pour couper aussi la route nationale le 15 août 1944. Cette opération réussit au-delà de toutes les prévisions, puisque les Allemands furent mis hors de combat, tués ou prisonniers, que nos pertes furent minimes, 12 tués et 50 blessés. Et dans la foulée et l'admiration des Américains, le Lavandou et toute la superficie de bombes de Mimouza jusqu'à Brégançon étaient libérés le 17 août au soir. Voilà pourquoi nous sommes ici réunis 72 années après, ce que certains qualifient d'exploit inouï, pour nous recueillir devant ces quelques tombes si bien entretenues par la municipalité du Riool-Canadel, pour que perdure le souvenir de ces commandos marocains, algériens, pieds noirs et européens, français de métropole, venus en Afrique du Nord par l'Espagne et engagés espagnols, italiens et même allemands anti-nazis, tous des volontaires auxquels viennent se rallier fin 1944 des Français de Provence, de Paris, d'Alsace et de bien d'autres provinces pour former le 3e groupement de choc qui, au sein de la première armée de libération du général Delattre, fut de tous les combats difficiles de l'armée du Rhin et Danube. Inclinons-nous donc devant les braves qui périrent sur ce littoral en l'été 1944 pour que vive la France. Je vous remercie.